Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. La CAN 2024, la Côte d'Ivoire, ce pays hôte, cette magnifique fête sportive bat son plein. Brassage culturel et déferlement humain, cette compétition continentale se déroule dans les meilleures conditions. La sécurité sanitaire est bien évidemment au cœur de cette stratégie. Elle est renforcée notamment dans les villes qui accueillent les différents matchs de la CAN en vue d'une prise en charge rapide et efficace des supporters et des athlètes. Dispositifs humains, équipements médicaux, unités cliniques mobiles, et une forte coordination entre tous les services dédiés à l'hygiène publique et à l'assistance médicale. Quel est ce dispositif exceptionnel déployé? Quel est le bilan à ce stade de compétition? Et quelles sont les consignes et conseils à prodiguer? Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé Siaka Kone. Des éléments clés du succès de cette 34e édition de la CAN, si chère à la Côte d'Ivoire, la santé et la sécurité des acteurs directs et autres participants venus des 4 coins du monde. L'État de Côte d'Ivoire a déployé les moyens conséquents afin de renforcer le système sanitaire. Ainsi, une dizaine de centres de santé avec un effectif et un plateau technique digne de ce nom ont vu le jour. Des consignes ont même été données afin de prévenir des personnes sensibles. En dépit des dispositions sanitaires et sécuritaires mises en place afin d'assurer à cette CAN 2023 le succès escompté, des dégâts se sont invités à la fête suite aux rencontres. Les fortes émotions suscitées par les enjeux des différents derbies ont été à l'origine de ces notes sombres au sein de la population. Le pire des cas, des pertes en vies humaines et des dégâts corporels. Dernière en date, le samedi 3 février dernier. À Cocody, précisément au quartier Abata, la population est encore sous le choc. La qualification de la Côte d'Ivoire face au Mali pour les quarts de finale au stade de la Paix à Bouaké a fait monter d'un cran l'émotion dans le public. Manque de contrôle dû à l'excès de joie ou même perte de contrôle dans la manœuvre. Résultat, des pertes en vies humaines et bien d'autres dégâts corporels et matériels enregistrés. Dans bien d'autres localités à proximité des fan zones, des désagréments ont été signalés. Que faire pour éviter de tels désagréments dans le déroulement de la CAN de l'hospitalité qui se veut la mieux organisée de l'histoire? De retour en studio, la CAN 2024, dispositions sanitaires. Nous recevons le professeur Mamadou Samba. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général de la santé et vous êtes également président du comité opérationnel et gestion des urgences et contingences pour la CAN 2024. En effet. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Professeur Bois-Narcisse, bonsoir professeur. Bonsoir madame. Vous êtes chef du service anesthésie et réanimation au CHU de Trècheville. Exact. Déjà à chaud, quelles sont vos réactions par rapport à l'élément de reportage que nous venons de voir? Professeur Mamadou Samba. Merci madame. L'élément que nous venons de voir montre la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. En effet, on constate que depuis le début de la CAN, il y a des événements malheureux en santé qui sont liés pour la plupart à des fortes émotions, mais également aussi à des accidents à la voie publique. C'est un peu pour cela que le ministre de la Santé a mis en place notre comité, le comité opérationnel de gestion des urgences et des contingences, qui est un comité du ministère de la Santé qui a pour objet essentiel d'avoir deux grandes missions. La première, c'est de faire en sorte que la CAN ne déstabilise pas notre système de santé. Ça veut dire tout simplement que si une femme souhaite accoucher aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou a besoin d'une césarienne, il ne faudrait pas qu'à cause de la CAN, elle ne puisse pas avoir accès à ce service. Tout à fait. Et deuxième élément, c'est comment faire pour que, si toutefois une catastrophe arriverait, comment notre système pourrait être capable d'être résilient et de prendre en charge un nombre élevé de blessés ou de victimes. Puisqu'on sait que c'est une CAN où on a beaucoup de mouvements de personnes. Donc cela aussi, notre système doit être capable de pouvoir le gérer. C'est pour ça qu'on a mis en place ce comité-là. Que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à côté du Mali universel, M. Neba Pierre, a mis en place ce COJU que j'ai l'honneur de diriger. D'accord. Très bien. Professeur Bois-Narcisse, c'est vous? Quelles sont vos réactions à chaud? Mais à chaud, je dirais que
on avait envisagé effectivement qu'au cours de cette CAN-là, il y ait un certain nombre de désagréments. Ce n'est pas ce qu'on présageait, mais les désagréments sont là. Et heureusement que le dispositif est en place pour pouvoir prendre donc tous ces patients-là. D'accord. Alors, ma toute première question naturelle, hein, c'est opportun, c'est normal qu'il y ait un dispositif, mais on aimerait bien vous entendre, nous le dire, nous expliquer pourquoi et comment ce dispositif a été mis en place. Vous savez, l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire a un organe qui est le COCAN. Donc dans le COCAN, il y a un organe santé qui se charge essentiellement des stades et des alentours du stade en termes de soins des populations, de prise en charge des populations. Mais après cette prise en charge sur le terrain, il va falloir qu'on les envoie dans nos structures de santé. C'est pour cela que le ministre a mis en place ce COJU qui a pour objet essentiel de faire que lorsqu'on arrive à l'hôpital, on soit pris dans les bonnes conditions. Dans notre dispositif, nous avons élaboré une stratégie qui est en deux volets. Un volet préventif et un volet, j'ose dire, prise en charge. Je vais d'abord parler du volet prise en charge, les décliner, et ensuite on parlera éventuellement du volet préventif. La prise en charge se fait dans nos structures de santé. Nous avons les villes de la CAN, c'est-à-dire Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Abidjan. Dans toutes ces villes, il y a un dispositif particulier qui a été validé par la CAF. Nous avons par exemple à Korogo, le CHR de Korogo qui a été réhabilité, qui offre aujourd'hui des capacités d'un hôpital de qualité et qui permet une bonne prise en charge de nos populations. Ce CHR est notre base à Korogo. Pour que si toutefois il y a des blessés qui arrivent, on part au CHR de Korogo. À Bouaké, nous avons le CHR de Bouaké, qui est un hôpital qui est récent, qui est tout neuf, qui vient à peine d'ouvrir, mais qui a également des grandes capacités en termes d'imagerie, en termes de blocs opératoires et en termes de beaucoup de disponibilité. À Bouaké, on a également le CHU de Bouaké, qui est le second hôpital dans lequel on peut traiter les malades. Donc notre dispositif à Bouaké est basé sur le nouveau CHR, qui est appuyé par les compétences qu'on a au niveau du CHU de Bouaké pour une meilleure prise en charge. Quand je viens à Yamoussoukro, notre dispositif a pour base essentielle l'hôpital Moscati et appuyé par le CHR qui a été réhabilité. Et ces hôpitaux disposent de scanners et d'IRM pour vraiment répondre aux besoins des populations, aux besoins des staffs médicaux, des staffs techniques et aussi des joueurs. Après Yamoussoukro, nous avons le dispositif s'étend aussi sur San Pedro. San Pedro, nous avons une nouvelle CHR qui est de qualité et qui a également tous les dispositifs pour nous permettre une bonne prise en charge à San Pedro. Et puis nous avons Abidjan. Abidjan, c'est où on avait deux poules à Abidjan. Donc on avait du monde à Abidjan. La base à Abidjan est le CHU de Trècheville. C'est là-bas qu'en première intention, on envoie nos malades. Mais également, tous les hôpitaux d'Abidjan sont dans le dispositif et sont en alerte maximum. Le ministre de la Santé, M. Pierre Ngundemba, a souhaité et a réalisé la réhabilitation de deux structures, le CHU de Yopougon et l'hôpital général d'Anyama. Là-bas, nous avons mis un dispositif qui nous permet de faire des tris des malades et ensuite de pouvoir les hospitaliser si possible. Aujourd'hui, le CHU de Yopougon est ouvert grâce aux efforts de toute la population, de toutes nos autorités pour qu'on puisse vraiment faire la prise en charge. Donc voici le dispositif actuellement de prise en charge que nous avons sur toute l'étendue du territoire. Mais je tiens aussi à noter que toutes les autres villes non CAN sont également en alerte maximum. Parce que la CAN se joue dans ces villes-là.
Mais nous sommes les Ivoiriens, nous sommes sur tout le territoire et nous vivons la CAN au même rythme. Donc ça a été particulièrement renforcé dans les villes qui accueillent les matchs, mais sur l'étendue du territoire, ça a été globalement renforcé. Exactement. D'accord. Alors, je vais vous laisser finir parce que c'est tellement important ce que vous nous dites, mais en amont, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Je parle par exemple d'ératisation, d'hygiène, c'est-à-dire d'un point de vue global, comment est-ce que l'on peut nous donner des grands points, des grands axes qui ont été pris en compte? C'était la seconde partie de mon intervention. Là, je vous ai fait la prise en charge, j'ose dire médicale et chirurgicale. Maintenant, il y a toute une partie prévention qui a été faite. La partie prévention a concerné plusieurs domaines. Nous avons une structure dans notre ministère qui est l'Institut national d'hygiène publique, qui avait pour objet de désinfecter, désintiser et dératiser éventuellement toutes les zones où les joueurs pourraient y avoir ou dans les hôtels pour réduire éventuellement dans un premier temps les moustiques. C'était le premier travail. Nous l'avons fait à l'aide de drones dans certaines communes, notamment en Cocody. Nous l'avons fait dans les hôtels qui accueillent les malades. Nous avons aussi désinfecté entre les matchs. Parce que les équipes changeaient et les vestiaires sont désinfectés entre chaque match pour que l'équipe qui arrive trouve des vestiaires propres et désinfectés. Ça, c'est la partie préventive. Mais cette partie préventive aussi s'est accompagnée de beaucoup de sensibilisation. Peut-être on va pouvoir revenir sur toute la partie sensibilisation que nous avons faite au niveau du ministère, parce qu'il n'y a pas seulement la partie curative, mais il y a toute la partie prévention qui a été faite par nos programmes de santé, notamment la lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre le VIH et aussi le programme de santé mentale, et notamment la vaccination. Je vais permettre un peu au professeur Bois d'intervenir. Et est-ce qu'il y a des dispositions particulières par rapport, par exemple, au renforcement des contrôles sanitaires d'un point de vue aérien, terrestre, pour l'arrivée de tous ces supporters? Merci, madame. Effectivement, dans cette période-là, comme vous le dites si bien, il y a un mouvement de personnes assez important qui a obligé le ministère de la Santé à mettre en place, déjà dès l'aéroport, un dispositif donc, pour contrôler tous les entrants. Bien avant cela, par le biais du comité d'organisation de la CAN, donc le COCAN, des informations ont été transmises aux différents participants. À savoir qu'il fallait absolument avoir sa vaccination contre la fièvre jaune à jour, parce que chez nous, c'est obligatoire, et qu'il fallait respecter des mesures d'hygiène. Le port du masque n'était plus obligatoire, mais il était fortement recommandé. Et pour ceux qui venaient des zones sahéliennes, eh bien, on a recommandé également qu'il était possible donc, de faire une vaccination contre la méningite. Donc, des dispositions étaient prises bien avant que la CAN, donc la manifestation principale, ne débute. Je voudrais rebondir sur l'organisation qui a été donnée par le directeur général de la santé, pour dire que en dehors donc, de l'hôpital, il y a toute une organisation au sein des différents sites de manifestation qui ont permis la prise en charge des différents participants. Parce que tous ceux qui vont au stade sont susceptibles d'avoir des malaises. Et la collaboration ministère de la Santé et COCAN a permis donc de mettre en place des dispositifs pour assurer la sécurité de ces participants-là. D'accord. Alors, avec autant de mouvements de population, on pense aux intoxications. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour limiter cela, professeur? Nous avons fait de la prévention à travers l'Institut national d'hygiène publique, qui, sur le terrain, a rencontré les restaurateurs et restauratrices, qui offrent des repas, et vérifié également tous les points d'eau. Nous avons fait en sorte que tous les mets qui sont préparés dans les villages CAN, villages Aquaba, ou dans les sites de la CAN, soient des mets qui répondent aux exigences de qualité. Nos équipes ont formé les restaurateurs. Ils ont aussi exigé le lavage des mains comme première mesure de santé. Et donc, dans toute la Côte d'Ivoire, nos équipes se sont baladées pour informer, sensibiliser et former ceux qui offrent les repas
pour dire qu'on a deux possibilités. Soit les repas sont contaminés par des mains sales, soit celui qui les mange a des mains sales, donc il se contamine. Mais aujourd'hui, nous avons eu, dans un premier temps, quelques cas d'infection, de toxines infection collective, mais aujourd'hui, tout est rentré en ordre car la formation a eu lieu et on s'est rendu compte que c'était des petits problèmes d'hygiène qui les avaient causés. D'accord. Alors, on a la réponse, mais je veux quand même vous poser la question, parce qu'on se dit 20 000 personnes, ça c'est le plus petit des stades. Donc on parle de proportions impressionnantes. Mais quand on vous entend la qualité du dispositif mis en place, on se dit que vous êtes capable de gérer autant de monde? Oui, madame, ne soyez pas surprise, c'est un peu notre travail. Le professeur Bois l'a dit, à l'intérieur du stade, on a un dispositif. On a au moins 6 ambulances dans le stade. On a des ambulances en dehors du stade. On a du personnel dans le stade. Et le professeur Bois est même responsable du stade de Fauboigny. De sorte que si on a un malaise dans le stade, on prend en charge les personnes. D'abord, sur place, parce qu'il y a, peut-être les Ivoiriens ne le savent pas, des infirmeries dans les stades en Côte d'Ivoire. La première chose, on les prend en charge dans le stade. Maintenant, si toutefois le niveau de la pathologie ou du malaise nécessite une évacuation, le système les prend en charge pour les évacuer vers les sites que j'ai cités préalablement ou vers une structure privée si la personne a une assurance ou souhaite aller dans une structure privée. D'accord. Donc, ça veut dire que, comme vous parlez de tout ce dispositif déployé, ça veut dire qu'en permanence, dans tout ce qui est structure sanitaire en Côte d'Ivoire, tout a été renforcé et puis c'est quasiment du 24 heures sur 24. Effectivement, toutes nos structures sanitaires identifiées d'abord comme structures de première ligne ont été renforcées en personnel et également en équipement pour permettre une prise en charge optimale de toutes ces victimes-là. Et également, comme l'a dit le directeur général de la santé, certaines structures sont venues en appui pour pouvoir donc permettre la gestion de ces malades-là. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que les choses se passent relativement bien. Je ne dirais pas que nous sommes satisfaits, mais c'est tout comme. D'accord. Alors, je vous en prie, je vais revenir sur ça. Vous savez, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de gros investissements en matière de santé. Les gros investissements se sont traduits par la création de nombreux CHR nouveaux qui ont des capacités, et des équipements impressionnants, qui sont d'un niveau international. Je prends l'exemple, le Kourogo a un IRM qui fonctionne, on a le scanner qui marche, on a des lits d'hospitalisation, on a de l'imagerie de qualité. Pareil à San Pedro. À San Pedro et à Boaké. Donc nous avons aujourd'hui, notre dispositif a été renforcé depuis un certain temps parce que nos investissements ont commencé il y a un peu longtemps. Et aujourd'hui, on est au bout du tunnel. Et ça a coïncidé avec la CAN. Donc nous avons aujourd'hui un dispositif sanitaire qui est impressionnant, une offre de santé qui est de qualité en termes d'équipement. Et comme l'a dit le professeur Bois, nous avons fait en sorte que le personnel puisse être disponible dans les endroits où il n'y en avait pas, justement pour qu'on puisse gérer les problèmes locaux. Comme vous le savez, il y a beaucoup de spécialistes à Abidjan. Mais dans ce dispositif, nous avons pu déplacer des spécialistes sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent être capables de prendre en charge les victimes ou les blessés sur leur site. Le ministère a mis en place les pôles régionaux d'excellence en santé qui couvrent 2 ou 3 régions sanitaires parce que le principe est qu'on ne doit pas sortir de sa région pour se faire soigner. Donc nous avons fait en sorte que cette idée ou cette vision du ministère de la Santé soit traduite durant cette CAN et les prêts sont permis vraiment de mieux gérer nos populations, mais sur leur espace. Sans de gros transferts sur Abidjan. Et vous avez précisé quelque chose d'important tout à l'heure, c'est qu'au-delà des villes qui abritent la compétition, les alentours, les environs, la région également a été boostée. Oui, je vous l'ai dit que le système est un système d'alerte. C'est-à-dire que tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire sont en alerte.
Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on joue dans les villes que j'ai citées, les 5 villes. Mais dans d'autres villes, on ne joue pas, mais on regarde les matchs. On a des villages Cannes, on a des villages Aquaba, où avec des écrans géants, c'est comme si on était au stade. L'émotion est la même. Oui. Donc, ce qu'on peut trouver dans un stade, on le trouve également dans un village Aquaba ou dans un village Cannes. D'accord. Vous voulez avoir des propositions? Je voulais juste préciser, à la suite du professeur Samba, que dans les fan zones et dans les villages Cannes, il y a toujours une équipe médicale qui accompagne donc la manifestation. De sorte que les blessures, les malaises et autres sont pris en charge immédiatement sur place et puis secondairement vers les hôpitaux si besoin est. D'accord. Alors, est-ce qu'à ce stade, on peut dire qu'à la faveur de la CAN, le système sanitaire ivoirien a été vraiment amélioré dans une proportion impressionnante? Non seulement elle a été améliorée, mais elle a été éprouvée. De toute façon, on l'a améliorée, on l'a vu, l'amélioration, c'est l'acquisition, l'amélioration. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas que l'acquisition, c'est l'utilisation effective de nos services de santé. Et là, la CAN nous a permis, à nos systèmes de santé, de voir ce qu'on peut offrir à nos populations et ce qu'on est capable d'offrir. On est capable d'offrir des soins de qualité. On est capable d'offrir des soins qui permettent de sauver des vies en Côte d'Ivoire, quelle que soit la région où on est. Et ça, c'est un avantage de la CAN. Alors, mais est-ce qu'après la CAN, tout ce personnel de qualité déployé sur l'ensemble du territoire se replie dans les zones d'origine? Sur ce point, le ministre a été très clair. Nous avons vu comment ça a marché. Nous savons aujourd'hui avec un peu de précision où on doit mettre qui et quel équipement. Nous allons tirer les expériences de la CAN, de l'organisation de la CAN. Nous allons tirer les leçons de cela et nous allons adapter notre système en fonction des ressources disponibles. Nous allons faire des réaménagements pour que dans la région où on est, ou dans le presse, dans le pôle régional où on est, on ne puisse pas sortir pour pouvoir se soigner et qu'on puisse se traiter dans notre système, dans notre région. D'accord. Alors, je prends un exemple concret. Parlez-moi du stade Félix Houphouët-Boigny. Quel est le dispositif concret qui a été mis en place? Merci. Alors, le stade Félix Houphouët-Boigny, si vous voulez, c'est la maquette initiale qui a permis par la suite d'étendre tout le dispositif à l'ensemble du pays. Donc, au sein du stade, vous avez en gros 2 équipes. Une équipe qui s'occupe du stade même à l'intérieur et une autre équipe qui s'occupe de l'extérieur du stade. Donc, sur la partie extérieure, sont essentiellement disposées des ambulances dont le nombre varie. Au stade Houphouët-Boigny, il y avait 7 ambulances qui étaient donc disposées à l'extérieur, plus un poste médical avancé, qui est une tente que nous avons montée, qui permet de recevoir des patients. Donc cette tente-là fait office d'infirmerie, mais à l'extérieur. Et à l'intérieur du stade, comme l'a dit le directeur général de la santé, il y a des infirmeries. Et chaque infirmerie est dotée en personnel médical et paramédical et de secouristes. De sorte que, au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, il y avait à peu près une trentaine de médecins qui couvraient donc le stade, autant d'infirmiers et près de 200 secouristes pour prendre en charge toutes ces personnes qui venaient assister aux manifestations. Et ce dispositif a été amplifié, notamment au niveau du stade des BMP, avec donc un effectif qui était beaucoup plus important. D'accord. Donc je pense que le moment est arrivé pour nous de parler, on va dire, du bilan. Bilan, on va dire, on est à plus de la moitié de cette compétition-là. Mais si on devait faire un état des lieux à ce stade de la compétition, quel serait cet état des lieux? On aimerait savoir dans les différents domaines, malaise par exemple, accident par exemple, il y a beaucoup d'émotions également. Donc dites-nous le bilan. Nous sommes à une semaine de la fin. Nous avons travaillé depuis 3 semaines, tous les jours. Nous avons travaillé pendant 3 semaines. Nous avons au total plus de 3600 événements, comme on dit, des événements de santé.
Ça peut être des intoxications, ça peut être des AVC, non, des AVP ou des malaises. AVP, dites-nous. AVC, on connaissait, mais AVP. AVP, c'est accident de la voie publique. Ce sont les accidents classiques. Okay, oui. Oh, je pensais au cœur. Non, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est dans les AVC. D'accord. Et dans ces 3600 cas, la plupart ont été pris en charge correctement par le système. Excusez-moi de vous interrompre. 3600 cas sur 3 semaines, c'est gérable ou bien c'est beaucoup par rapport à vos estimations, ou vous vous attendiez au moins à ce nombre-là? La réponse est binaire, elle n'est pas forcément binaire, c'est pas oui et non. Parce qu'on s'attendait à plus, mais il y en a eu moins, mais le moins, c'est beaucoup par rapport à la normale. Je sais pas ma phrase est certes un peu complexe. Oui, mais on s'attendait à plus parce qu'on avait estimé qu'on pouvait avoir plus de cas. Mais Dieu merci... Mais la normale, c'est quoi? Quand on n'a pas d'événement en Côte d'Ivoire, on peut faire le mois avec environ 1000 événements. D'accord. Mais là, nous sommes à 3 semaines, nous sommes à 3600 événements. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais vu l'afflux de population en Côte d'Ivoire, c'est un peu normal. D'accord. Ces événements se traduisent souvent par, comme on l'a dit au début, intoxication alimentaire qu'on a pu régler par l'appui de l'INHP. Il y a dedans, il y a de nombreux malaises que le professeur Bois a décrits dans les stades, mais des malaises qui ne sont pas graves, si j'ose dire. De l'hypoglycémie, un malaise vagal, des trucs un peu simples qu'on peut régler dans l'infirmerie du stade. Et malheureusement, dedans aussi, il y a eu des cas des arrêts cardiaques. Durant ces... Mais pas forcément dans les stades. Hein. Les événements dont je parle, c'est des événements sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Donc 3600 cas, c'est sur toute l'étendue du territoire. C'est pas seulement dans les stades. Si on devait spécifier dans les stades, par exemple. Parce qu'après, on va venir sur les domiciles. Oui, dans les stades, on peut considérer que dans les stades, c'est en général des petits malaises. Et comme on dit, c'est des petits bobos. Parce qu'on n'a pas eu de bousculade qui a entraîné des grands blessés. On a eu des petites bousculades, mais qui ont été gérées sur place. Et comment vous avez fait pour éviter les bousculades? Parce que le COCAN a mis en place aussi, il faudrait le reconnaître, des stadiers qui sont dans le stade et qui orientent, ces volontaires-là orientent les personnes qui ont fait en sorte que les bousculades sont évitables. C'est ça, vraiment c'est l'expérience de l'organisation de la CAN dans d'autres pays qui ont permis, je pense, au COCAN de faire en sorte que d'avoir des stadiers dans le stade permet d'orienter les populations, de les guider pour éviter les engorgements aux différentes sorties. C'est ça qui a permis de ne pas avoir de catastrophe. Donc les craintes, c'était la bousculade. Ça, par la grâce de Dieu, ça a été évité. Oui. Alors, une autre crainte, c'était par exemple le malaise. Oui. Là, il y en a eu, vous avez dit? Oui, il y en a eu pas mal, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a beaucoup de malaises. Mais les malaises ont pour la plupart été traités sur place. Sur place. Il y a quelques rares malaises qu'on a pu transporter. Mais on a eu des malaises dans les fan zones. Et on a même eu des arrêts cardiaques, pas dans les stades, mais dans les fan zones. Oui. C'est-à-dire, ils sont dans une fan zone, c'est comme au stade, il y a l'écran géant, les émotions sont presque les mêmes. Et là, on a eu des arrêts cardiaques. Mais avec le concours, comme l'a dit le professeur Bois, des médecins. Parce que chaque fan zone a une ambulance et un médecin qui ont pu sauver toutes ces personnes-là. Donc les arrêts cardiaques n'ont pas entraîné de décès, sauf malheureusement un cas qui est décédé malheureusement à la maison. À la maison, donc c'est l'émotion? C'est l'émotion. Vous savez, ce qu'on a vécu, l'équipe de Côte d'Ivoire nous donne de grandes émotions. Oui, effectivement, oui. Et quelquefois, certaines personnes qui ont des antécédents de maladies chroniques telles que l'hypertension, je crois que le professeur Bois pourra plus insister là-dessus, font plus facilement des malaises que d'autres personnes. C'est ceux-là qui sont, à mon avis, à surveiller. D'accord. Alors, c'est cette deuxième partie de l'émission qui, selon nous, est extrêmement importante pour la dernière semaine qui reste et puis prévenir les populations. Mais juste avant de vous demander d'intervenir à nouveau, j'aimerais vous proposer un élément de reportage, savoir un peu ce que monsieur, madame, tout le monde pense et puis gère cette période de forte émotion. On n'est pas à l'aise parce que tu es en train de regarder les émotions, ça diminue, mais quand un but est marqué, vraiment, on oublie tout.
Pour les éléphants, c'est difficile de les supporter. Mais déjà, comme on les connaît, on sait de quoi ils sont capables. Donc, vraiment, on les soutient avec beaucoup de difficultés. Lorsqu'on est devant la télévision, il y a le stress. Vraiment, on est beaucoup stressé. On la surmonte à la fois. C'est difficile, mais on sait qu'au bout du fil, on sera récompensé. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert pour cette coupe-là. Notre équipe nationale nous donne beaucoup de stress. Voilà, particulièrement moi. Voilà, c'est avec beaucoup de stress que j'arrive à vivre cette CAN. Mais on a tout de suite compris qu'ils ont besoin de notre appui, de notre soutien. Il y a beaucoup d'adrénaline. Hein. Il y a beaucoup d'adrénaline. Ce sont des matchs à rebondissement, au sens propre du terme. Hein. Surtout le dernier match qu'on a pu avoir contre le Mali. Il faut savoir qu'il y a Dieu quelque part. Je suis vraiment passionné par le foot. Voilà, dans ces 2 derniers temps, les matchs de Côte d'Ivoire, vraiment, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Moi-même, j'ai failli perdre la vie. Parce que, je ne pouvais pas. J'étais obligé de m'enfermer dans ma maison pour ne pas même parler à quelqu'un. Mais, avec la grâce de Dieu, quand ils sont venus me dire Côte d'Ivoire a gagné, mais là, je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment dominé par l'émotion. Je ne savais même pas où, en tout cas, me mettre. Émotion. Professeur Bois-Narcisse, je rappelle que vous êtes chef du service anesthésie et réanimation au CHU de Treichville. Est-ce que le stress et l'émotion tuent? Oui, le stress et l'émotion peuvent tuer lorsque ces facteurs-là surviennent sur des terrains un peu particuliers, tels que le sujet qui est asthmatique, qui stresse énormément, qui a de fortes émotions, eh bien, peut déclencher sa crise d'asthme. Tel que le sujet qui a une affection cardiaque, qu'on dit habituellement, qui est sujet à des maladies cardiaques, eh bien, ce sujet-là peut déclencher des crises cardiaques si l'émotion est trop forte ou si le stress donc, est très fort. Donc, le stress et l'émotion peuvent bien tuer. Ce reportage, ce micro-trottoir est très édifiant sur l'adrénaline, comme on dit, que nous font vivre les éléphants. Donc, pour recenser, on a parlé donc d'une des raisons de malaise. On a parlé également d'hypoglycémie. Le professeur, on a parlé également. Ça veut dire quoi? Que les personnes viennent sans avoir mangé ou n'ont pas le temps de manger parce qu'elles sont au stade? C'est ce qui pourrait justifier ça? Oui. Souvent, ça arrive à tout le monde, hein, l'envie d'arriver très tôt au stade et avoir la meilleure place, parce que les places sont numérotées, fait que souvent, le matin, au départ, on ne prend pas soin de prendre son petit déjeuner. Et ça peut favoriser la survenue donc, des hypoglycémies. Je crois que le comité d'organisation a bien fait les choses en mettant au sein du stade des postes de restauration. Il y en a pas mal, mais bon, quand on est emporté par la ferveur qu'il y a autour du football, eh bien, on ne fait pas très attention à ces choses-là et on arrive à des catastrophes. Alors, je voulais aussi rajouter que certains malades peuvent, à la faveur de l'émotion, faire ce qu'on appelle communément une crise cardiaque. Et lorsque ces crises cardiaques-là arrivent et que c'est signalé très tôt, eh bien, l'équipe au sein du stade a la possibilité d'intervenir rapidement grâce à un dispositif de défibrillateur qu'on a installé un peu partout dans le stade. Chaque équipe est dotée d'un défibrillateur qui va permettre la prise en charge initiale de ce patient-là de façon, je dirais, précoce, en attendant que tous les gros secours arrivent. Donc, les dispositions sont en place pour parer à ces événements-là. Alors, cette crise cardiaque-là, tout à l'heure, vous nous expliquez que ça ne s'est pas produit, ou ce genre de malaise ne se sont pas produits dans l'enceinte des stades, mais plutôt hors des stades, donc à domicile ou bien dans des espaces où on regarde en groupe. C'est cela. Oui, exactement. En fait, on n'a pas eu de cas connus de crise cardiaque dans les stades jusqu'à présent. Et on touche du bois, on espère qu'on n'en aura pas. Et les cas qu'on a recensés, c'est dans les fan zones, dans les villages à Kwaba et à domicile. C'est-à-dire que, vous savez, l'émotion est tellement forte que les personnes se lâchent et malheureusement, comme je vous ai dit, on a perdu un patient qui a fait la crise à la maison le temps que les parents l'amènent à l'hôpital. Malheureusement, il était décédé. Mais tous ceux qui ont fait les crises dans les fan zones ont pu être sauvés par les dispositifs dont a parlé le professeur Bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos ambulances, on a des défibrillateurs pour permettre de sauver les personnes. On a aussi de l'oxygène pour un cas où on en a besoin.
D'accord. Alors, quels sont les autres cas? Parce que les 3600 événements, c'est comme ça que vous les appelez? Événements. C'est comme ça que vous... 3600 événements. Oui. On a parlé de malaise cardiaque. On a parlé de... Mais quels sont les autres cas qui justifient ces 3600? Les autres événements qui justifient ces 3600 cas? Alors, très souvent, c'était des douleurs. Les douleurs abdominales qu'on a retrouvées. On a même eu à prendre en charge des contractions sur une grossesse assez avancée. La passion du football, à l'entrée du stade. D'accord. La passion du football, ça touche tous les gens. Tout à fait. Donc, il y a cela. Et comme l'a dit le professeur Samba, il y a eu des gastroentérites liées à l'intoxication de départ. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est un syndrome qui est dit vagal. C'est des personnes qui ont souvent la sensation d'étouffer. Alors qu'en réalité, bon, il n'y a rien de tout cela. Mais c'est lié à l'émotion. Tout ça, c'est lié à l'émotion. C'est lié à l'émotion. Donc, il suffit simplement de les mettre au repos, parfois de leur apporter un peu d'oxygène pour les remettre en confiance et les choses rentrent en ordre. Donc, nous avons eu beaucoup de personnes qui avaient ce type de malaise-là sans substratum véritable et qui très rapidement ont pu recouvrer la santé et pu poursuivre le match comme tous les autres. L'autre volet d'événements indésirables dont parlait également le directeur général de la santé, c'est les accidents de la voie publique. Malheureusement, il y en a eu pas mal au cours de cette période-là, liée essentiellement à l'euphorie des Ivoiriens à la suite de la victoire. Eh bien, on a eu ces accidents-là. On en a parlé en reportage tout à l'heure. Voilà. Malheureusement, ce n'était pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Et c'est sur toute l'étendue du territoire ou bien c'est spécifiquement à Abidjan? Comment... C'est sur toute l'étendue du territoire. Oui. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire joue, quand le pays, la Côte d'Ivoire joue, c'est toute la Côte d'Ivoire vraiment qui joue. Donc, qu'on soit dans une ville où il y a le match, qu'on soit dans une autre ville sans match, la Côte d'Ivoire joue. Donc, nous avons constaté, nous, depuis de notre bilan, que lorsqu'on est passé au 8e de finale, pour aller en quart de finale, on a eu malheureusement 7 décès dans la nuit. Hein. De 8e de finale au quart de finale? Non, on a eu 7 décès. 7 décès. Ouais. Qui sont liés par essentiellement... accident. Oui, les décès sont des décès par accident, pour la plupart. Et quand on est passé des 8e en quart, nous avons eu 15 décès. Ça va crescendo? Malheureusement. Vous n'êtes pas en train de nous dire que plus on va vers la victoire des éléphants, plus les risques sont accrus? Je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais j'espère que les éléphants vont gagner et qu'on aura moins de décès. Parce que vous avez, dans votre reportage, on a vu le cas qui s'est passé à Abata. Mais c'est un événement malheureux. C'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui a ramassé des personnes qui étaient en train de célébrer la victoire des éléphants sur le bord de la route. Oui. Il y a eu 5 décès malheureusement ce jour-là. Là, seulement à Abidjan, seulement à Abata. Mais il y a eu aussi, dans toute la Côte d'Ivoire, ce même type d'accident, dans une moindre mesure, avec moins de décès, mais avec des blessés importants. Le traumatisme crânien, ça c'est... Chaque fois que la Côte d'Ivoire joue, nous, on est en alerte maximum. Parce qu'on sait que la nuit sera une nuit de tous les dangers. Les gens vont célébrer la victoire des éléphants. Et ça, nous sommes vraiment ravis qu'ils gagnent et nous sommes vraiment de tout cœur avec eux. Mais on va demander aussi qu'on célèbre avec un peu de modération. On va y arriver parce qu'on a un grand chapitre de conseils à donner vraiment. Donc pour continuer dans le bilan, on a parlé d'accidents de la route également. Donc là, on a fait l'ensemble des raisons qui justifient les 3600 personnes en difficulté. Oui, non, 3600 événements. Un événement peut toucher 2 ou 3 personnes. Oui, parce que par exemple, moi, je considère comme événement un accident. Donc l'accident de la Bata, c'est un événement? Oui, c'est un événement. Il y a eu 5 morts. D'accord. C'est un événement. Mais il y a des événements qui n'entraînent pas de mort aussi. Il ne faudrait pas qu'on soit pessimiste. Il faut aussi dire que les Ivoiriens savent célébrer sans décès. Mais on constate que chaque fois qu'on joue, surtout qu'on est tous délivrés vers la fin des matchs, la joie est intense. Tout à fait. Donc on est en une propension à montrer notre joie, à la crier dans la rue, à être visible sur les trottoirs. Et cela peut créer des... Vous, professeur, à la tête de toute cette organisation pour la sécurité sanitaire, est-ce que vous arrivez à gérer votre émotion?
quand la Côte d'Ivoire joue? Moi, j'ai fait le choix de ne pas regarder le match. Je suis avec le professeur Bois. Pendant que les gens jouent, on est en contact téléphonique pour savoir combien il y a eu de cas sur le terrain. C'est paradoxal, mais c'est ma vie. Je passe, pendant qu'il y a un match, je suis avec le professeur Bois, on est au téléphone pour gérer tous les événements qu'il y a pendant le match et surtout gérer après le match. Donc chaque fois que la Côte d'Ivoire gagne, rassurez-vous, le professeur Bois et moi et d'autres collègues, que je ne pourrais pas tous les citer ici, nous ne dormons pas parce que nous suivons avec beaucoup d'attention tous les événements qui vont se passer, à la fois à Abidjan, mais également dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'il y a un événement, on m'alerte et on prend les dispositions pour la prise en charge, soit locale ou une évacuation si la zone n'est pas capable de prendre en charge en fonction du plateau technique. Mais aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, on est capable, on a très peu évacué durant cette CAN. D'accord. Donc on va peut-être conclure avec, en ce qui concerne le décompte macabre, des huitièmes de finale à la demi-finale. Là, vous avez dénombré combien de pertes? Demi, on a 15. 15. Ouais, c'est 15 décès, malheureusement, qu'on a pu enregistrer. Mais depuis le début de la CAN, nous avons enregistré 41 décès. 41 décès? Oui. Qui sont plus ou moins liés à la CAN. C'est-à-dire qu'il y a des décès aussi qui sont des accidents de la route. Pour aller voir le match, il y a eu ce type d'accident. Au retour du match, des accidents aussi, même qu'on n'a pas gagné, mais il y a eu des accidents de la route. Donc il y a eu beaucoup d'accidents de la route. Il y a eu malheureusement 41 décès dans tous ces événements. Ce sont des jeunes? Pour la plupart, malheureusement. Pour la plupart, ce sont des jeunes. Ce sont des Ivoiriens, la majorité aussi? Oui. La plupart. Oui, c'est essentiellement des Ivoiriens. D'accord. Alors, avant d'arriver à la dernière partie, qui va être vraiment les conseils à prodiguer pour cette dernière ligne droite en pleine sérénité, est-ce que vous aurez des propos avant d'aller sur cette dernière partie? Qu'est-ce que je dirais? C'est demander aux Ivoiriens d'être réservés avant qu'on arrive véritablement à la dernière partie. Célébrer la victoire, oui, mais avec modération. Et aussi, je voulais rajouter qu'il y a un dispositif en place, qu'on n'hésite pas à faire appel au système de santé pour tous les maux qui pourraient éventuellement donc, se présenter. Vous avez des numéros à communiquer, à rappeler? Oui, j'ai un numéro à communiquer, c'est le 143. C'est le numéro du ministère de la Santé. Si vous appelez, on pourra vous donner des indications où il faut y aller et quand il faut y aller. Mais le ministère de la Santé, à travers le ministre de la Santé, a fait en sorte que nos structures sanitaires, surtout à Abidjan, soient disponibles, ouvertes pour toutes les populations durant cette CAN. Et aussi à l'intérieur du pays, si vous avez besoin du système de santé, vous pouvez avoir accès. D'accord. Alors, c'est une synergie d'énormément de structures qui collaborent pour la maîtrise de cette période sanitaire délicate. Quelles sont ces structures-là? Vas-y. D'accord. Alors, comme vous le dites si bien, c'est une synergie de plusieurs structures. Et les structures qui ont appuyé le ministère de la Santé dans cette prise en charge-là, il y a ces structures privées, certaines cliniques privées de la place qui contribuent à la prise en charge de ces patients. Il y a également des structures étatiques, telles que le groupement des sapeurs-pompiers militaires, qui contribuent énormément au ramassage de toutes ces victimes dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons également l'Office national de la protection civile, appelé ONPC. Et puis, je n'oublierai pas donc la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, donc, qui a mis à la disposition de l'État et du comité d'organisation de la CAN des secouristes et qui joue un rôle, je dirais, éminemment important dans le transport ou le convoyage des patients vers les centres de prise en charge. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier toutes ces structures-là qui appuient le ministère de la Santé dans la couverture sanitaire de la CAN. D'accord. Avant de prodiguer des conseils, vous avez des propos complémentaires? Oui, c'est vrai qu'il a cité les structures qui nous aident, mais il faudrait dire aussi que tout ces éléments travaillent en synergie avec le COCAN Santé, les structures qu'il a citées, également le comité que je dirige. C'est ensemble qu'on arrive à avoir une meilleure synergie d'action sur le terrain pour nous permettre, premièrement, de ne pas rater
des personnes qui auraient besoin de nous. Deuxièmement, de les prendre en charge correctement et faire un suivi sur le long terme. Et ça, c'est important parce que nous, notre rôle, ce n'est pas seulement de gérer l'incident, mais c'est de faire en sorte que les personnes recouvrent la santé. Ça, c'est vraiment l'objectif que le ministre de la Santé nous a confié durant cette CAN. Très curieuse de savoir comment c'est possible de maîtriser l'émotion, de limiter l'euphorie, avec tout ce stress que nous communiquent les éléphants. Et surtout, c'est toujours en dernière minute que. Donc, dites-nous tout. Quels sont les conseils que vous auriez à prodiguer aux populations pour limiter, dans cette dernière ligne droite, les mauvaises nouvelles? Alors, ça va être un peu difficile, simplement parce que la première chose, c'est qu'il faut arriver, surtout ceux qui ont des facteurs prédisposants, les hypertendus, les cardiopathes, les sujets asthmatiques et autres, il faut surtout arriver à se détacher de l'événement. Et ça, comme l'a dit le professeur Samba, c'est pas évident pour tout le monde. Parce que tant que vous êtes dans l'événement, le risque donc de stress, d'angoisse et autres, tout ceci est majoré et donc les complications peuvent survenir. D'accord, donc c'est essentiellement les personnes qui ont un problème cardiaque, les personnes qui ont un terrain asthmatiforme, les hypertendus. Les hypertendus, voilà, pour éviter qu'il y ait des à-coups des montées de tension. Des montées de tension. Donc ceux-là, vous leur demandez idéalement de ne pas trop regarder. Voilà, ne pas trop regarder. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est difficile, surtout si c'est des passionnés de football. Alors, si tel est le cas, que vous commencez à vous sentir mal, la première recommandation qu'on fait, c'est de vraiment prendre de grands bols d'air, de bien respirer. Mais quand on se sent mal, c'est quoi les symptômes? Tout dépend de la maladie que vous voulez présenter. Si c'est une crise cardiaque, par exemple, c'est des douleurs thoraciques, généralement à la poitrine. Souvent, c'est l'entourage qui peut estimer. Exact. Donc, les signes, c'est la personne qui, tout à coup... Voilà, qui commence à avoir mal à la poitrine ou qui perd connaissance. Ça peut être ça. Pour l'asthme, c'est la personne qui se met à mal respirer. Pour l'AVC, vous verrez des signes déficitaires, tels qu'une paralysie de sa bouche, ou bien un membre qui commence par ne plus se mouvoir comme auparavant. Donc, ce sont des signes d'alerte qui, automatiquement, devraient vous amener à orienter ce patient-là vers une structure de prise en charge. D'abord l'infirmerie, si c'est au stade, et puis secondairement, donc, vers la structure de prise en charge à l'extérieur. Professeur Samba, les enfants sont... pas concernés par l'émotion? Ils sont assez jeunes, assez... Oui, non, ils ne sont pas concernés. On n'a pas encore vu des cas... on n'a pas encore vu des cas depuis le début de la CAN d'enfants victimes d'émotions. Mais par contre, nous avons vu des enfants victimes d'accidents de la route. Pour aller manifester en bas et puis des personnes perdent le contrôle. Le professeur Bois a parlé essentiellement des pathologies. Moi, je parlais de l'accident de la route. Parce qu'à chaque fois que nous célébrons notre victoire, nous sommes sur la route. Des personnes avec des engins, quelquefois perdent le contrôle, soit parce qu'ils ont consommé de l'alcool ou d'autres substances illicites, perdent le contrôle des véhicules et entrent dans la foule. C'est le cas à Bata, mais c'est aussi le cas dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc on va demander aux Ivoiriens d'être pas mesurés dans la joie, mais de faire en sorte que si vous avez pris des substances, vous avez bu de l'alcool, évitez de prendre vos voitures. Parce qu'une perte de contrôle d'un véhicule aujourd'hui, surtout lorsqu'on a gagné, il y a du monde dans la rue et on ne sait pas quels dégâts cela peut causer. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est de faire attention, c'est la prudence. Prudence quand on va avoir le match, prudence quand on revient du match et prudence quand on célèbre. Si on a vu dans les images des personnes qui sont sur les véhicules en train de célébrer, oui, mais c'est dangereux. Il peut faire une chute. Bien sûr. Et avoir un trauma crânien, et même plus grave, qui peut même aller jusqu'au décès. Donc on va demander vraiment aux Ivoiriens d'être, je n'ose pas dire mesurés dans la joie, parce qu'on sera tous heureux que les Ivoiriens arrivent en finale, et c'est ce que je leur souhaite du fond du cœur. Mais aussi, je voudrais demander aux Ivoiriens d'être prudents. Prudent et prudent. Très bien.
Mais si vous permettez, je voulais terminer parce que aujourd'hui, vous voyez, je suis avec le professeur Bois, on n'est que deux dans la salle, ici avec vous, sur le studio, mais nous sommes nombreux à travailler. Et je voudrais, à travers votre émission, les remercier et les féliciter. Tous les membres de notre comité de gestion des urgences, je voudrais les remercier et les féliciter, car nous nous réunissons tous les jours, tous les matins. Et je sais que quelquefois, on se réunit dimanche, c'est un peu difficile pour eux, mais je voudrais ici, à travers votre micro, leur dire merci pour leur engagement, merci pour leur dévouement et merci pour la prise en charge effective qu'ils font aux populations de la Côte d'Ivoire, notamment les directeurs régionaux de la santé, qui sont tous mobilisés, les directeurs des centres hospitaliers, qu'ils soient hôpital général ou CHR, CHU, ils sont tous mobilisés pour qu'on puisse avoir cette belle CAN que nous rêvons tous. Et surtout, que les éléphants nous apportent la coupe le dimanche. Et avec moins de décès, bien sûr. Bien sûr. Alors, dites-nous, pour avoir une estimation, combien de personnes travaillent jour et nuit à surveiller la sécurité sanitaire actuellement dans cette période de la CAN? On a deux groupes. Il y a le groupe du COCAN, environ plus de 1500 personnes, qui sont mobilisées jour et nuit sur les différents sites. Mais nous, c'est notre système habituel que nous avons renforcé. C'est-à-dire que si vous êtes à Korogo, aujourd'hui, vous n'avez pas droit des congés jusqu'à la fin de la CAN. Donc, notre système n'a pas bougé. Maintenant, si à Korogo, vous n'avez pas un type de spécialiste, vous m'informez et moi, je fais en sorte, avec le directeur des ressources humaines, pour envoyer la personne qui pourra vous aider à ne pas évacuer et à prendre en charge rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le délai de prise en charge. D'accord. Nous sommes à moins d'1 minute de la fin de cette émission. Votre mot de fin, professeur? Mais encore une fois, prudence, 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 parce que je sais que la victoire est au bout. Tout à fait. Professeur? Oui, moi, je voudrais premièrement encourager les éléphants pour la victoire, parce que je suis convaincu qu'on ira jusqu'au bout avec l'aide de Dieu. Mais également, dire aux Ivoiriens, comme le professeur Bois, que si on gagne, soyons joyeux, mais avec beaucoup de prudence, de tempérance dans nos actions de célébration. D'accord. Je vous remercie, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Quant à moi, ce que l'on peut souhaiter à chacun des Ivoiriens et des habitants ici en Côte d'Ivoire, et même des communautés étrangères qui sont là, c'est de fêter dans la mesure. Lorsque l'on est dans la mesure, on va beaucoup plus loin. Madame, Monsieur, merci et bonsoir.